Parlons des États-Unis pour entamer cette demi-heure. Et c'est Thomas Koster qui nous rejoint en visioconférence depuis Genève, économiste senior en charge de suivre les États-Unis pour Pictet Wealth Management. Bonjour Thomas, bonjour à vous. Tout va tellement vite aux États-Unis, le calendrier s'accélère avec une vaccination intense. Il faut quand même prendre la mesure des efforts vaccinaux qui sont faits aux États-Unis aujourd'hui. Je crois que les États-Unis vaccinent chaque jour 1% de leur population, Thomas. Plus de 3 millions de personnes vaccinées chaque jour aux États-Unis. Et donc, ce calendrier de réouverture qui s'accélère. Et la question qui pourrait faire mal, d'ailleurs, peut-être aux investisseurs, c'est de savoir quand est-ce que l'économie américaine va atteindre son pic d'accélération, Thomas. Qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Concernant la réouverture, celle-ci est rapide et solide. Donc, on le voit dans les indicateurs haute fréquence. Un indicateur que j'aime beaucoup, c'est la demande d'essence qu'on a en rythme hebdomadaire. Et là, une étape importante est en train d'être franchie puisqu'on est de retour à la tendance pré-crise pour la demande d'essence. Et on sait que conduire sa voiture aux États-Unis, son café à la main, c'est vraiment la clé. Et c'est un signal très important aussi pour l'économie. Donc le fait qu'on soit de retour à la tendance pré-crise, ça montre en effet que la réouverture est quelque part, j'ai envie de dire, le retour à la normale avec tous les, évidemment, tous les guillemets autour de cette expression. Mais voilà, c'est ancré, c'est solide, c'est fort, c'est là. Bon. Et à partir de quand est-ce qu'on va rentrer dans une phase de normalisation de la croissance alors, Thomas ? Est-ce que c'est au cours de ce deuxième trimestre déjà ? Est-ce que le pic peut être encore prolongé d'une certaine manière ? La phase d'accélération peut-elle encore se prolonger ? Alors tout à fait, donc il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que l'accélération, c'est en ce moment. Je rappelle qu'il y a au deuxième trimestre notamment un parfait alignement des planètes. On a le pic du support budgétaire, le fameux encaissement d'échecs qu'on a déjà vu dans les données du mois de mars, mais qui continue à percoler au deuxième trimestre. On a évidemment la vaccination et la réouverture, notamment dans tout ce qui est consommation et consommation des services. Et puis troisième planète potentielle, on pourrait dire, c'est la météo aussi qui s'améliore. Mais bref, donc toutes ces planètes sont particulièrement alignées pour le deuxième trimestre. Et en effet, au troisième et au quatrième, on devrait voir quand même un commencement de désalignement, ce qui voudrait dire en termes concrets un retour à la tendance, c'est-à-dire une croissance plus modérée en termes concrets. Donc en effet, une fois qu'on a tapé en fait le potentiel de croissance au troisième trimestre, à mon avis, on risque d'avoir une croissance beaucoup plus modérée qui revient à sa tendance de long terme. Et donc, il faut comprendre que le narratif de surchauffe, alors qui a animé quand même les débats tout au début de cette année, Thomas, ce narratif-là, il est peut-être un peu moins puissant aujourd'hui. J'en veux peut-être pour preuve, d'ailleurs, le comportement du marché obligataire, avec des taux américains qui se sont stabilisés, mais sous leur pic qui avait été atteint fin mars à plus de 1,75% pour le 10 ans, et des anticipations d'inflation qui ne bougent plus, qui restent bien ancrées, mais qui n'accélèrent plus à la hausse par ailleurs. Oui, tout à fait. Donc, deux choses à dire. En effet, le marché obligataire a tendance à regarder derrière la colline, derrière ce pic d'accélération et un peu se dire on attend un peu plus pour voir comment va être la tendance suivante et quel sera ce rythme de croissance. Encore une fois, moi, je crois que le rythme de croissance sera plutôt classique. C'est-à-dire on reviendra à la tendance pré-Covid qui est une croissance d'environ 2%. Voilà, donc ça, c'est le trend. Deuxième chose pour le marché obligataire, et on se rend compte ces dernières semaines, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a de la demande inélastique ou quasi inélastique pour la dette américaine, et notamment les investisseurs étrangers, mais aussi ce que j'appelle la demande pour les actifs sûrs. Les bons du Trésor américain sont considérés comme un actif sûr. Or, dans un monde où il y a une sophistication de la sphère financière, une financialisation de l'économie, le monde a besoin d'actifs sûrs. Et donc, on voit dans ces dernières semaines une demande qui reste là, qui reste forte. On voit notamment toutes les enchères du gouvernement américain de dette. Il y a une forte demande encore pour le papier américain, et notamment, moi je pense, à cause de cette raréfaction des actifs sûrs et le fait que les États-Unis, leur dette, reste encore un actif considéré comme sûr, et donc une grosse demande mondiale et aussi du système financier lui-même.
Bon, et puis on est dans une séquence importante pour le climat, en tout cas pour la prise en compte des enjeux climatiques. On a eu des accords hier au niveau européen, et puis aujourd'hui cette grande journée pour le climat organisée en visio, bien sûr, par la Maison-Blanche, Joe Biden, avec la participation de Xi Jinping ou encore de Vladimir Poutine, Emmanuel Macron et les Européens, bien sûr. Et c'est l'occasion pour Joe Biden d'afficher des objectifs climatiques durcis par rapport aux administrations précédentes, puisqu'on parle d'un objectif de réduction de gaz à effet de serre de 50% environ par rapport au niveau de 2005, pour un horizon 2030. En tant qu'économiste, comment vous regardez cette séquence, Thomas, les objectifs qui sont affichés aujourd'hui, et est-ce qu'on peut imaginer une croissance américaine plus verte demain? Vous parliez en introduction du besoin d'être derrière sa voiture à essence avec son gobelet de café. Est-ce que les choses changeront demain aux États-Unis? Oui, d'ailleurs, on peut parler, enfin une parenthèse sur la voiture. Vous savez que Biden est beaucoup critiqué puisqu'il n'y a pas encore de fin officielle de la voiture thermique, et ça en dit long. On attend, la gauche du parti attend des annonces concrètes sur la fin des voitures thermiques aux États-Unis, et Biden, pour l'instant, ne va pas dans cette direction-là. Or, on sait que certains pays, comme le Royaume-Uni, par exemple, la fin de la voiture thermique, c'est pour 2030. Voilà. Fin de la parenthèse. Pour dire trois choses sur ce sommet climatique aux États-Unis qui a lieu en ce moment. Premier point, c'est évidemment le signal que les États-Unis veulent reprendre le leadership sur cette question climatique au niveau mondial, alors qu'on sait que l'administration précédente, c'était beaucoup moins son thème de prédilection. Deuxième point, il y a aussi un côté géopolitique, parce que ce qui est intéressant, c'est que les États-Unis et la Chine se sont tous les deux rassis à la table de négociations, et notamment il y a eu une rencontre entre John Kerry et son homologue chinois la semaine dernière pour dire que les États-Unis et la Chine allaient travailler ensemble. Donc ça, c'est intéressant parce que dans cette relation plutôt conflictuelle entre les États-Unis et la Chine, là, il y a un axe d'entente. Donc ça sera un axe à surveiller. Évidemment, troisième point, donc c'est la transition écologique elle-même. Les États-Unis ont comme objectif, comme la plupart des pays qui ont signé l'accord de Paris, d'être net zéro en 2050. Mais en effet, il y a une question, c'est comment on y arrive et quel est le calendrier. Et là, voilà, Joe Biden annonce donc des mesures plus fermes, en tout cas un cap un peu plus ferme d'ici 2030. Donc on parle de 50% de baisse des émissions de carbone, ce qui est assez ambitieux. Sachant que, je rappelle, entre 2005 et 2019, les émissions de carbone n'ont baissé qu'environ une quinzaine de pourcents. Donc pour aller à moins 50% d'ici 2030, ce qui est demain, 2030, il va falloir peut-être faire plus. Et c'est vrai que là où le bas blesse, c'est qu'on attend potentiellement plus de mesures pour dire concrètement comment on arrive à cette échéance. Sachant qu'encore une fois, la gauche du parti continue de dire que Biden ne va pas assez fort sur ces questions de transition écologique, notamment donc là sur la voiture thermique comme on en a parlé, mais notamment aussi sur quand même l'éléphant dans la pièce aux États-Unis, c'est le secteur pétrolier. Les États-Unis sont le premier producteur de pétrole au monde devant l'Arabie Saoudite et devant la Russie. Et aussi, il va falloir en effet faire quelque chose avec ce secteur, ou en tout cas avoir plus d'annonces un peu plus concrètes pour comment on gère ce secteur industriel. Un jeu d'équilibre complexe. Merci beaucoup Thomas. Merci pour vos remarques du jour sur les enjeux du moment aux États-Unis. Thomas Kosterg, économiste senior en charge de suivre les États-Unis chez Pictet Wealth Management à Genève.